Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo update lecture comme pour chaque fin de mois. Ce mois-ci, je n'ai pas acheté de livres, donc j'ai été très raisonnable et j'ai lu 6 livres, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Il est où le 6e? Oui, là, 6. Enfin, plutôt 5 et demi, parce que j'ai un livre que je n'ai pas encore terminé. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer dans n'importe quel ordre. Je vais prendre celui-ci. La fiancée du dieu de la mer de Axio aux éditions Lumen. Je ne sais jamais si on dit Lumen ou Lumen. Je ne sais pas. Donc ce livre qui est vraiment magnifique. La couverture est très 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 jolie. Mais j'ai un avis mitigé parce que jusqu'à la moitié du livre, j'ai pas spécialement accroché. Je ne me suis pas attachée tout de suite au personnage et je n'ai aimé au final que la moitié du livre. On va suivre Mina qui va se sacrifier et devenir la fiancée du dieu de la mer. Elle n'est normalement pas l'élue pour devenir la fiancée. C'est normalement une villageoise nommée... Comment elle s'appelle? Chongchim, voilà. Chongchim qui est d'une beauté sans pareille. Est destinée, voilà, à devenir la 100e fiancée du dieu de la mer. Mais le frère de Mina, donc le frère de Mina c'est Jun. C'est pas écrit ici mais je crois que c'est ça. Ouais c'est ça, Jun. Et est amoureux de Chongqing. Et donc Mina se sacrifie pour son frère en fait. Elle va se jeter au fond de l'océan et découvrir du coup le royaume des esprits. Elle va rencontrer des démons et des créatures mythiques. Elle va rencontrer d'étonnants compagnons et tous ensemble ils vont essayer de réveiller le dieu de la mer. Oui, parce que le dieu de la mer est plongé dans un sommeil enchanté. Voilà. Apparemment c'est une réinterprétation d'un célèbre conte coréen. Mais moi j'ai pas trouvé ça super quoi. J'ai pas du tout été emballée. Je me suis pas du tout attachée à l'histoire. Je me suis pas attachée au personnage uniquement vraiment à la fin.
s'agirait même d'une erreur. Voilà, la fin nous fait penser un peu à ça. Donc c'est chaotique et c'est décevant quoi. Même à la fin on nous dit pas si vraiment elle l'a tué ou pas. On sait pas. Pour le troisième livre, j'ai lu Pachinko de Min Jin Lee aux éditions HarperCollins Poche. Donc ça, je l'ai acheté, d'ailleurs j'aurais pu le mettre dans mon book haul d'août, sauf que je l'ai complètement oublié. Parce que ce livre, je l'ai acheté en août et je l'ai acheté pendant que j'étais en vacances. Je suis rentrée dans une librairie et j'ai acheté ce livre. Et je l'avais d'ailleurs aussi commencé pendant les vacances. Donc en fait, moi j'ai commencé deux livres pendant les vacances. J'ai commencé ça et celui-ci. Voilà. Habituellement, je ne fais pas ça. Je ne commence pas deux livres en même temps. Celui-ci, je l'avais complètement oublié. Je l'avais complètement mis de côté parce que je sais pas pourquoi je l'ai acheté en fait. Ce n'est pas du tout ce que je lis habituellement. Mais bon. Donc c'est un roman qui s'étend sur plusieurs générations et qui explore les expériences des Coréens vivant au Japon dans les années 30 jusqu'à les années 60.
19 ans, Marianne Campbell souffre de sévères troubles anxieux jusqu'alors inexpliqués. Cet été, elle se rend pour la première fois en Écosse au grand rassemblement du clan Campbell où Maggie, la doyenne, la met en garde contre un mystérieux Highlander qui rôde aux alentours. Et au cœur de ses racines familiales, les crises de Marianne se multiplient, exacerbées par ces lieux emplis de secrets. Quelque chose lui échappe, quelque chose qui la lie au Highlander et au passé de sa famille. L'origine de ces crises, un traumatisme lointain, celui de querelles sanglantes entre clans, celui d'un amour interdit, celui d'une tragédie oubliée. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Dans ce livre, il y a 3 parties. Voilà, vous voyez là, le chien. Donc la partie 1, voilà, il n'y a pas beaucoup de pages, il n'y a que 80 pages dans la première partie et c'est ce que j'ai préféré. Alors autant dire qu'au final j'ai pas aimé le livre quand même. La note de l'autrice dans la partie 2, elle explique que excepté le côté fantastique, cette partie, donc la partie 2, bien que fictive, est basée sur une histoire vraie. Voilà, la plupart des personnages présents
intelligente, douce, et Kaya qui est froide et impitoyable. De base, moi j'adore la dystopie, mais alors là j'ai vraiment aimé l'univers qui est très bien travaillé. L'alternance de points de vue est bien maîtrisée et cela nous permet de comprendre les deux sœurs. Ensuite, je ne m'attendais pas du tout à découvrir une romance, mais il y en a une qui s'installe petit à petit et ça aussi j'ai beaucoup aimé parce que la romance est vraiment toute mignonne et inattendue. Voilà. Donc si vous voulez lire une dystopie, celle-ci. Celle-ci est vraiment superbe. Et ensuite la romance est vraiment, voilà, c'est une petite romance. Ça c'est un tome 1. Il y a le tome 2 que j'ai également et que je ne vais pas tarder à lire. Voilà. Et pour le dernier livre, celui-ci, il pèse une tonne. Il est vraiment lourd. C'est les éditions Plume Blanche aussi, mais j'ai remarqué que les éditions Plume Blanche, leurs livres sont assez lourds. Les pages sont très épaisses, mais c'est vrai qu'au niveau de leur couverture, ils font quelque chose vraiment de magnifique. Celui-ci, il est vraiment super beau. Les autres, l'intégrale est derrière aussi comme ça. Et à l'intérieur, il y a toujours des petites, voilà, des genres de petites illustrations tout le temps. C'est vraiment super beau. Et les pages sont très blanches et restent très blanches puisque ce livre, ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire. Donc les autres de Sandra Moyon aux éditions Plume Blanche, donc c'est l'intégrale, c'est-à-dire qu'il y a le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Voilà, à l'intérieur. Donc je n'ai lu que le tome 1 et un petit peu du tome 2. Et j'ai vraiment adoré le tome 1. Le tome 1 est vraiment très introductif. Et donc j'ai pas grand chose à dire pour le tome 1. Je vais donc vous lire le résumé derrière. Parqués entre des murs et des clôtures, les hommes arrivés en bas de la chaîne alimentaire sont épargnés grâce à l'accord. Tous les trimestres, des fourgons d'êtres humains sont offerts aux autres afin de les nourrir. La règle est pourtant simple. Seuls les délinquants sont envoyés de l'autre côté du mur dans la fosse. Soen, l'orphelin, maltraité et poussé au méfait par sa tante, n'est pas loin de suivre ce chemin. Mais si sa venue dans la fosse était le premier pas vers son salut. Donc j'ai vraiment bien aimé le tome 1 où on n'est pas encore dans la fosse, en fait, on est en ville et on nous explique aussi qu'il y a un couvre-feu mais on ne sait pas trop pourquoi. On sait qu'il y a une fosse, mais pareil on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la fosse, à part on les appelle les autres en fait. On n'a pas d'infos non plus sur ce qui se passe à l'extérieur donc de la France, parce qu'on est en France aussi, c'est un niveau aussi français. Donc on n'a pas d'infos sur ce qui se passe en dehors de la France. Et on ne peut pas passer les frontières pour aller dans un autre pays. La seule façon d'aller dans un autre pays, donc de passer la frontière, c'est d'aller dans la fosse. Et forcément si on va dans la fosse, ben
en fait.